Bonjour à tous, cette semaine je vous propose un nouveau chapitre qui est le chapitre M7, le dernier chapitre de mécanique en fait, de mécanique pure, mouvement à force centrale. Alors, le but de ce chapitre c'est de s'intéresser à des situations, comme par exemple sur cette image, avec un objet qui est en interaction gravitationnelle avec une planète, ici la Terre, vous avez tous reconnu la station spatiale. On va vraiment étudier la mécanique des systèmes soumis à une force centrale. Parce qu'il y a beaucoup de choses très spécifiques à l'étude de ces systèmes, et c'est des systèmes assez riches en mécanique, donc on va voir tout ce qu'on peut dire dessus. On va commencer par quelques définitions que vous trouverez sur le polycopier que je vous ai envoyé. Ce qu'on appelle une force centrale, c'est lorsqu'un point M est soumis à une force centrale, il est soumis à une force dont la droite d'action passe systématiquement par un point, qu'on appelle le centre de force. Voilà, donc on a une force qui est en fait radiale, suivant le vecteur OM, collinaire au vecteur OM. Alors on se doute bien que dans ces situations de force centrale, O ça va être en général le centre du repérage, et on va adopter un paramétrage a priori sphérique, dans toute généralité, parce que il est clair que quand on a un seul point, on peut avoir une géométrie sphérique autour de ce point-là, et donc le vecteur ER va nous servir à exprimer la force. Voilà. Alors, dans toutes les situations qu'on va rencontrer, eh bien, la norme de cette force ne dépendra que de la distance OM. Elle ne dépendra pas des angles. C'est normal, parce qu'on a en général une symétrie de révolution autour du centre de force. Donc on admettra que pour l'instant, dans des situations assez simples, la norme ne dépend que de R. Donc en toute généralité, on va écrire une force centrale comme ça. F, c'est F de R, le scalaire, la composante de la force, et vecteur ER pour dire que c'est radial. Alors on voit tout de suite qu'il y a deux cas importants. Si la composante de la force est négative, alors la force est attractive. Voilà, la force est dirigée vers le centre de force. Et au contraire, si la composante est positive, alors elle est dirigée vers l'extérieur. Et donc, on a une force qu'on appellera une force répulsive. Voilà, donc ça c'est la base sur les forces centrales. On va introduire un nouveau concept aussi dont on se servira, c'est le concept de force newtonienne. Alors on dit que le champ de force centrale, ou la force, est newtonienne, ou le champ de force newtonien, si la composante de la force se met sous cette forme-là, moins k sur r carré. Et k, c'est une constante nommée la constante de force. Alors ça semble sortir un peu du chapeau. En fait, pas du tout. Les deux forces qu'on va utiliser très souvent pour les forces centrales, électrostatiques et gravitationnelles, se mettront sous cette forme-là. À chaque fois, on a la force qui s'écrit moins une constante sur r carré, comme on le reverra plus tard. Voilà, alors on va tout de suite établir l'expression de l'énergie potentielle d'une force newtonienne. Alors ça, on l'a déjà fait pour le cas électrostatique et gravitationnel, mais pour une force newtonienne en toute généralité, ça se fait bien. On part de l'énergie potentielle en calculant le travail élémentaire de la force, en le mettant sous forme moins dEP, ça fait F scalaire dr égale moins dEP. F scalaire dr, c'est aussi F de R dr, je ne vais pas détailler, mais étant donné que F est collinaire au vecteur radial, le déplacement élémentaire, ici on prend que dr ER, un petit déplacement radial, et le produit scalaire donne ça. Voilà. Donc, on a immédiatement dEP sur dr égale F de R, en divisant par dr, moins F de R, pardon, ce qui fait K sur R carré. Donc dEP sur dr égale K sur R carré, on intègre, EP égale moins K sur R plus une constante. Et dans la très grande majorité des situations aussi, on prendra toujours la constante nulle pour avoir une énergie potentielle nulle quand R tend vers plus l'infini. Ça, c'est une espèce de convention. On n'est pas obligé, parce que la constante n'a pas de signification physique. Mais lorsqu'on s'intéresse à des forces newtoniennes, comme ça, on prend la constante nulle en général. Donc on va garder cette expression-là pour l'énergie potentielle d'une force newtonienne. Voilà. Alors, les énergies potentielles associées enfin les forces classiques, pardon. Là, je vais passer très vite parce qu'on les a déjà vues, mais c'est vraiment important de les avoir bien en tête. Donc, la force gravitationnelle, avec les deux masses ER et la force, comme ça.
Donc je rappelle l'expression, à connaître absolument par cœur et sans aucune hésitation, hein, pour la force. Attention au signe moins, au vecteur qu'il ne faut pas oublier si vous exprimez le vecteur. Voilà, tout ça c'est des rappels, mais il faut être bien rigoureux en mécanique comme toujours. Et l'énergie potentielle, que vous pouvez, si vous voulez vous entraîner, retrouver à partir de ces expressions, hein, via le travail élémentaire, c'est ça. Moins grand G M1 M2 sur R. Et puis G, c'est la constante de gravitation universelle. Alors on voit que K, c'est ça, donc c'est positif, la constante de force. Et l'interaction est toujours attractive, parce que c'est positif. Alors pour ce qui est de la force interaction électrostatique, l'expression est celle-ci. La force entre une charge 1 exercée sur une charge 2, c'est Q1, Q2 sur 4 pi epsilon 0 R carré ER. Donc on se voit que ça se met sous la forme une constante sur R carré. Alors, il y avait un moins dans la définition de la force newtonienne, mais c'est pas grave, on va le rajouter arbitrairement dans la force. Donc voilà la constante de force. L'énergie potentielle, c'est ça. Et l'interaction est attractive si Q1 et Q2 sont de signes opposés, hein, deux charges de signes opposés s'attirent, et répulsive dans le cas contraire, ce qu'on peut constater facilement en étudiant le signe de K et en voyant si c'est cohérent. Voilà. Alors, je vais passer tout de suite aux propriétés générales du mouvement, puisque vous allez voir que rien qu'en faisant cette hypothèse de force centrale, on peut dire beaucoup de choses. Et on va étudier en détail les trajectoires et les mouvements possibles. La première chose à remarquer, c'est que le moment cinétique d'un point soumis à une force centrale se conserve. Alors pourquoi ? Simplement parce que si un point M est soumis seulement à une force centrale, alors son moment cinétique est un vecteur constant. Pour le voir, il suffit d'appliquer le théorème du moment cinétique en M. Alors, on l'exprime en O, hein, bien sûr, mais c'est le moment cinétique de M. Pour le référentiel à choisir, vu que j'ai absolument pas précisé le référentiel dans lequel je me plaçais, ni la situation concrète, je le laisse un peu de côté. On admet qu'il y aura un référentiel adapté à chaque fois. Là, on va admettre qu'on se place dans un référentiel galiléen dans lequel O est fixe. Ça nous suffit. Alors, la dérivée du moment cinétique en haut de M, c'est la somme des moments des forces. Ici, il n'y a qu'une seule force, hein, soumise seulement à une force centrale. Ça fait OM vectoriel F, le moment de la force. Et par définition d'une force centrale, OM étant collinéaire à la force, eh bien, le moment de la force, au point O, au centre de force, il est nul. Ça veut dire que la dérivée du moment cinétique est nulle, et donc le moment cinétique est constant. Et là, ce n'est pas la norme, hein, c'est vraiment le vecteur qui est constant. On verra, c'est vraiment un vecteur constant, ce moment cinétique. Voilà, donc une application du théorème du moment cinétique, hein, pour montrer que le moment cinétique est constant. Alors, une première conséquence de ça, c'est ce qu'on va appeler la planéité du mouvement. Le mouvement d'un point qui est soumis à une force centrale se passe forcément dans un plan. Donc voilà, lorsqu'un point M est soumis seulement à une force centrale, son mouvement est nécessairement plan. Pour le démontrer, on va considérer le plan P, qui passe par le centre de force, et orthogonal au vecteur moment cinétique. Parce qu'au cours du mouvement du point M, à un instant quelconque, je peux dessiner ce plan-là. Le moment cinétique est défini, hein, et donc voilà, le plan contenant O est orthogonal au moment cinétique. La première chose à remarquer, c'est qu'on vient de montrer que le moment cinétique était un vecteur constant. Donc comme le moment cinétique est constant et que O est fixe, eh bien forcément, le plan P, il est absolument fixe dans le référentiel d'étude. Il est immobile. Il ne bouge pas, il ne subit pas de rotation, par exemple. Pourquoi ? Parce que le moment cinétique garde une direction constante et que O ne bouge pas. Donc forcément, l'orthogonale de ce vecteur-là est fixe. Donc c'est P. Et comme P est immobile, il faut aussi remarquer que M est à tout instant contenu dans ce plan-là. Pourquoi ? Parce que, comme le moment cinétique est comme ça, d'après la définition du moment cinétique, qui est OM vectoriel MV, eh bien OM est forcément orthogonal au moment cinétique. La définition en produit vectoriel l'assure. Donc forcément, le vecteur OM appartient à tout instant à l'orthogonale
du moment cinétique, donc au plan P. Donc on récapitule, hein, il y a deux éléments. Le plan P est immobile et reste tout le temps le même au cours du temps, et M est à tout instant contenu dans ce plan-là. Donc ça y est, on a montré que le mouvement de M se déroulait entièrement dans un plan, donc que le mouvement était plan. La conséquence importante pour la suite, c'est que, comme on sait qu'un point soumis à une force centrale possède un mouvement plan, on va toujours se placer dans le plan du mouvement de centre O et on utilisera les coordonnées polaires. Coordonnées Rθ. On n'aura pas besoin d'une troisième coordonnée parce qu'on sait que le mouvement est plan, donc les coordonnées polaires vont suffire. Alors ensuite, on va essayer d'exprimer le moment cinétique en coordonnées polaires, puisque maintenant on sait que le mouvement est plan, donc on va en profiter. Et on va définir une constante qui va nous servir dans la suite, qu'on appelle la constante des airs. Alors on va déjà exprimer la norme du moment cinétique. Voilà. Pour ça, on part de l'expression du moment cinétique. C'est OM vectoriel MV. Et puis, ça fait RER en coordonnées polaires, vectoriel, M fois le vecteur vitesse, qui en coordonnées polaires s'écrit comme ça. Je ne l'ai pas repris, hein, mais c'est une démonstration très classique. Vous pourrez la retrouver dans le cours M2 en cas de doute. Donc voilà le vecteur vitesse dans le cas général. On calcule maintenant le produit vectoriel. On a ER vectoriel ER qui est nul, et ER vectoriel Eθ qui donne ceci. Alors, ER vectoriel Eθ, ER et Eθ sont de norme 1, orthogonaux, hein, on a pris une base orthonormée, c'est plus simple. Et donc, la norme de ER Eθ, ER vectoriel Eθ vaut 1. Voilà. Et en supposant que θ point carré est toujours positif, alors ça, c'est pas compliqué, hein, s'il est négatif, il suffit simplement de changer le paramétrage, de prendre un θ dans l'autre sens et un Eθ dans l'autre sens. Et puis, on a θ positif, donc ça, c'est vraiment pas un problème. Et donc là, on aura la norme du moment cinétique qui s'écrira m r carré θ point. Voilà. Donc ça, vous voyez, une expression de la norme du moment cinétique du point qui s'écrit facilement. On vient de montrer au-dessus que le moment cinétique du point M était un vecteur constant. Donc en particulier, sa norme est constante. Ça veut dire que ça, c'est constant. Alors comme M, c'est évidemment une constante pour des objets simples, eh bien, on va en déduire que le produit r carré θ point est une constante du mouvement. Voilà, r carré θ point est constant. Cette constante-là, pourtant r peut être variable et θ point aussi, hein, par contre le produit r carré θ point lui reste constant. Cette constante, on l'appelle la constante des airs, et pour des raisons qui apparaîtront dans le paragraphe d'après. On va la noter grand C, et c'est la constante des airs. Donc il y a deux définitions possibles. Soit c'est la norme du moment cinétique de M divisé par la masse, et on peut montrer, hein, juste au-dessus, que ça vaut r carré θ point. Ces deux expressions-là sont à connaître si on vous demande ce que c'est la constante des airs. Cette constante des airs nous sert à montrer ce qu'on appelle la loi des airs. Alors la loi des airs, elle dit une chose qu'il faut arriver à dire soigneusement. Lorsqu'un point M est soumis seulement à une force centrale de centre O, le rayon vecteur, OM, balaye des aires égales pendant des durées égales. Alors méditez bien cette phrase, parce qu'on a vite fait de faire dire à la loi des airs ce qu'elle ne dit pas, ou le dire un peu maladroitement. Je vais vous expliquer ce qu'elle dit sur le schéma en dessous. Elle dit simplement que si je considère une durée arbitraire ΔT, et que je m'intéresse à l'air que va balayer le rayon OM pendant cette durée ΔT, eh bien, quelle que soit la situation du point M sur son orbite ou sur sa trajectoire, eh bien, pendant ΔT, le vecteur OM balaye toujours la même aire. Par exemple, ici, les aires violettes et oranges sont identiques, ont la même valeur. Parce qu'on a à chaque fois un intervalle de temps ΔT qui sert pour définir l'air balayé. Comment on va montrer ça? Alors ça se montre assez bien. On va considérer d'abord un élément d'air, c'est-à-dire une aire élémentaire, ce que je vais appeler dA, balayée pendant dt par le vecteur OM. Alors cette aire, on peut remarquer que c'est l'aire d'un triangle. Pourquoi? Parce que si vous considérez OM à l'instant t,
Le point M va avancer un peu, hein, avec un vecteur vitesse v. Donc son déplacement pendant cette durée dt, c'est le vecteur vitesse instantanée fois la durée dt. Ça, c'est le petit déplacement du point M, hein, v dt. Et on se retrouve ici à m à t plus dt, c'est-à-dire un petit peu après. Donc l'aire balayée, c'est ce qu'il y a en gris ici, c'est l'aire de ce triangle. Alors l'aire d'un triangle, ça se calcule très bien avec les maths. Hein, c'est, Monsieur Coutelot a dû vous le dire à un moment, sinon vous pouvez aller retrouver dans votre cours de maths, ça s'écrit 1/2 de la norme d'un produit vectoriel. Et de quel produit vectoriel? Ben en fait, de deux quelconques des vecteurs constituant le triangle. Voilà. Alors là, je vais choisir ce OM là, et puis VDT. Voilà. Donc je vais choisir ces deux vecteurs-là. J'en calcule le produit vectoriel, j'en prends la norme et je fais 1/2 pour avoir l'aire en gris. Et alors là, ce qu'on voit, c'est que dans ce calcul, il apparaît naturellement OM vectoriel V. Alors c'est presque le moment cinétique. En fait, il y a un M en moins. Hein. Donc en fait, c'est la norme du moment cinétique sur M fois 1/2. Voilà, donc on peut l'écrire comme ça. Il y a un dt qui ne s'est pas simplifié ici, donc on fait dA sur dt. Et dA sur dt, on voit que c'est égal à ça, ou encore, d'après ce qu'on a posé au-dessus, à c sur 2, où c est la constante des airs. dA sur dt est constante. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors dA sur dt, ça s'exprimerait en mètres carrés par seconde. Hein. C'est simplement la vitesse à laquelle l'air balayé va augmenter. Et donc la vitesse aréolaire, cette vitesse-là, ce taux d'augmentation de l'air balayé en fonction du temps, est constant. On appelle ça la vitesse aréolaire. Et pour obtenir la loi des airs, on intègre pendant une durée dt, c'est-à-dire entre un temps arbitraire et puis t plus delta t. Et quand on intègre ça, un dA sur dt égale c sur 2, on obtient a égale c sur 2 fois delta t. Voilà. Donc ça prouve que l'air balayé pendant delta t, c'est une constante fois delta t. Autrement dit, ça ne dépend que de l'intervalle de temps. Si vous prenez un intervalle de temps fixé, vous avez forcément l'air balayé qui vaut quelque chose qui ne dépend pas d'autre chose que d'une constante. Voilà. Donc ça prouve la loi des airs. Alors ensuite, on peut s'intéresser aux propriétés énergétiques du mouvement, parce que si la force centrale est conservative, et c'est le cas notamment avec les deux forces les plus classiques qu'on a vues, gravitation et électrostatique, alors l'énergie mécanique du point se conserve également. Et d'après le théorème de l'énergie mécanique, on a l'énergie mécanique qui est constante. Alors une première conséquence de ça, on en verra bien d'autres, mais une première conséquence, c'est de remarquer que l'énergie cinétique et l'énergie potentielle varient dans des sens opposés si on a vraiment une force centrale conservative, notamment en gravitation par exemple. Plus on se rapproche de l'astre attracteur, plus l'énergie potentielle va diminuer, et donc plus l'énergie cinétique va augmenter. Voilà, ça, notez que c'est compatible avec la loi des airs, parce que il faut, en général, on va dire, plus on est près du centre de force, plus le point ira vite. Et voilà, ça, on peut le montrer énergétiquement aussi. Alors, la réduction du mouvement à 1 degré de liberté, ça c'est le point vraiment assez fondamental du chapitre. Vous allez voir pourquoi ça va nous servir. C'est un peu technique, donc vraiment je vous incite à refaire ce raisonnement-là, qui fait partie du cours, qui est souvent demandé au concours quand on s'intéresse à ce genre de problème. Donc dans le cas d'une force centrale, on peut se restreindre au cas d'un système à 1 degré de liberté, ce qui est un peu bizarre, parce qu'a priori le mouvement peut être assez complexe, mais on va voir qu'énergétiquement, il n'y a qu'un seul paramètre qui permet de décrire beaucoup de choses sur ce mouvement-là. Alors le paramètre qu'on va prendre, c'est R, la distance au centre de force. Comment est-ce qu'on va faire pour montrer que ce mouvement est à 1 degré de liberté? On va commencer par écrire l'énergie mécanique. Alors on va considérer un champ newtonien parce que ce sera toujours dans ce cas-là, ce sera plus simple. Donc l'énergie potentielle, c'est moins K sur R. L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle du point.
l'énergie cinétique 1 demi de m fois la norme de la vitesse au carré, et l'énergie potentielle moins k sur r. Or, la norme de la vitesse au carré, c'est r point carré plus r carré θ point carré. Si vous ne voyez pas d'où ça sort, exprimez le vecteur vitesse, r point er plus r θ point eθ, vous en prenez la norme, et vous allez donc trouver ça, la somme des carrés des deux composantes orthogonales. Et puis le moins k sur r qui correspond à l'énergie potentielle. On réécrit dessous, voilà, donc on a un premier terme, 1 demi de m r carré, r point carré, un deuxième terme, 1 demi de m r carré θ point carré, et l'énergie potentielle qui reste. Alors cette énergie mécanique, pour le moment, elle dépend de deux variables, r et θ. Ça se voit très bien, il y a deux variables dans l'expression. Mais on peut en fait éliminer θ. Pourquoi ? Parce que θ n'apparaît que sous forme θ point, et on a vu qu'il y avait un lien entre les deux dans le cas d'une force centrale, qui venait de la conservation du moment cinétique, parce que la constante des airs qui s'écrit r carré θ point permet d'écrire θ point égale c sur r carré. Donc on va en fait éliminer θ point dans ce terme-là, pour n'avoir plus que du r. Ça donne l'énergie mécanique égale 1 demi de m r point carré, plus 1 demi de mr carré fois θ point carré qu'on réécrit comme ça, moins k sur r. Donc on va laisser le 1 demi de mr point carré ici, et là, on a une fonction qui dépend de la constante des airs et seulement du paramètre r. Alors si vous regardez bien, ça c'est une partie de l'énergie cinétique, hein, on va l'appeler énergie cinétique radiale, et ça c'est une fonction qui dépend que de r. Et donc ça nous incite à poser ce qu'on va appeler l'énergie potentielle effective. Ce n'est pas l'énergie potentielle qui est juste moins k sur r, mais c'est quand même une fonction qui dépend que de r. C'est pour ça qu'on lui donne un nom différent, hein, le terme effective. Et voilà, on pose ça comme ça. Alors remarquez que ce terme-là, c'était une partie de l'énergie cinétique. C'était l'énergie cinétique orthoradiale qui venait de là. Mais ça se retrouve dans un nouveau terme qu'on appelle énergie potentielle effective. Alors ce résultat, pour le moment on n'a pas trop vu à quoi il servait, mais il est vraiment fondamental. L'énergie mécanique d'un point M soumis à une force centrale, on peut la mettre sous la forme 1 demi de mr point carré plus EPF, où 1 demi de mr point carré c'est l'énergie cinétique radiale, ce terme étant nécessairement positif parce qu'il y a un carré, et l'énergie potentielle effective, qui s'écrit comme ça et qui dépend que de R. Voilà. Alors vous allez voir qu'avec ces outils-là, on peut décrire beaucoup de choses. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. On va se placer d'abord dans le cas d'une force attractive. Alors si une force est attractive, on a la constante de force qui est positive, et donc on peut représenter l'énergie potentielle effective en fonction de R. Alors, le but, c'est d'abord de représenter graphiquement ça. Comme on a un système à 1 degré de liberté, c'est pratique de faire des représentations graphiques. Sauf que pour représenter ça, faut déjà savoir quelle tête ça a. Alors je vous préviens tout de suite, je le fais une fois dans le cours pour que vous compreniez bien si jamais vous vous posez des questions. Mais dans la suite, vous aurez parfaitement le droit d'admettre que pour une force attractive, ça a l'allure qu'on va déterminer tout de suite. Ce ne sera pas la peine de refaire le raisonnement s'il ne vous est pas demandé. C'est une allure à connaître. Alors d'abord, on va regarder ce qui se passe quand R tend vers 0 là-dedans. Donc quand R tend vers 0, c'est ce terme-là qui gagne. Celui-là, il est négligeable. C'est parce que c'est 1 sur R carré. Donc 1 sur R carré est infiniment grand en valeur absolue devant 1 sur R quand R tend vers 0. Donc on a plus l'infini. Et quand R tend vers plus l'infini, par contre, c'est ce terme-là qui gagne. Donc c'est équivalent à moins k sur R. Et donc ça tend vers 0 par valeur inférieure, si k est positif. Et maintenant, on cherche à savoir si c'est strictement monotone, parce que là, tout ce qu'on sait, c'est que ça va de plus l'infini à 0, ou bien si ça admet un minimum. Et bien, en fait, ça admet un minimum parce que si vous dérivez cette expression-là, en fonction de R, eh bien, vous allez trouver une solution pour l'annulation de la dérivée. Donc DEP sur DF égale à 0, ça admet une solution qui est celle-ci, ça c'est positif, donc il existe bien une solution positive, autrement dit un extrémum d'énergie potentielle. Alors
c'est forcément un minimum vu le tableau de variation, hein. Ça ne peut pas être un maximum. Voilà. Et puis en ce point, on a l'énergie potentielle effective qui est inférieure à 0. Ces calculs-là, je ne les fais pas, je vous laisse les faire. J'espère que tout le monde est capable de dériver ça et puis de trouver le minimum de la dérivée, enfin de trouver le point de l'annulation de la dérivée. Voilà, vous pouvez prendre 2 minutes pour le faire. L'avantage de faire ces deux petits trucs-là, c'est qu'on a l'allure immédiatement, très peu de calculs, parce qu'on sait que ça part de plus l'infini, ça tend vers 0 et ça admet un minimum de valeurs négatives. Donc forcément, voilà l'allure que ça a. Je vais dézoomer un tout petit peu pour avoir tout sur l'écran. Voilà. Donc une allure qu'on a déjà rencontrée plusieurs fois avec d'autres chapitres. Plus l'infini, un minimum, et ça tend vers 0 par valeur négative. Alors à partir de là, on va pouvoir faire de la mécanique, parce qu'il y aura plusieurs cas. Si l'énergie mécanique est négative, l'énergie mécanique du point, on ne sait pas ce que c'est, mais c'est une constante, admettons qu'elle est négative. Alors on se retrouve dans la situation suivante. On est forcément sous l'axe ici des abscisses pour l'énergie mécanique. La première chose à remarquer, c'est que l'énergie mécanique, c'est l'énergie potentielle effective en bleu, plus le terme en vert qui est 1,5 de mr carré, l'énergie cinétique radiale, R point carré. Et comme ce terme-là est forcément positif, on se retrouve dans la situation du cours M4, du cours sur l'énergie, où on avait vu que lorsqu'on a ce cas-là, eh bien, R ne peut prendre que des valeurs comprises entre R min et R max. Pourquoi? Parce que sinon, ici, on aurait l'énergie potentielle effective plus grande que l'énergie mécanique, ce qui est impossible. Ça voudrait dire que ce terme-là deviendrait négatif dans cette zone-là. C'est pas possible parce que c'est un terme positif. Donc, physiquement, il n'y a que l'intervalle R minimum, R maximum qui est accessible. Voilà. Donc, il s'agit ici clairement d'un état lié, parce que les valeurs de R autorisées sont seulement comprises entre ces deux valeurs, et on ne peut pas aller explorer des valeurs de R qui vont jusqu'à plus l'infini. Alors ces valeurs de R min et R max, elles correspondent en fait aux distances minimales et maximales que va avoir le point au cours de son mouvement par rapport au centre de force. On remarque tout de suite qu'en ces points-là, on a l'énergie potentielle effective qui est égale à l'énergie mécanique. Donc, ce terme-là, en vert, là, il est nul en ces deux points. Ben ça, c'est logique. Parce que, vu que c'est R minimum, forcément, au moment où le point passe en R minimum, eh bien, il admet un extrémum pour R. Donc, l'énergie cinétique radiale est nulle, forcément. On a R point qui est égal à 0 parce que R est minimum ou maximum. Donc R point est nul. L'énergie cinétique radiale est nulle. Alors, on récapitule tout ce qu'on a vu. Dans ce cas-là, force attractive et énergie mécanique négative. Le point est obligé de rester à une distance comprise entre R min et R max au cours du mouvement. Voilà, donc en clair, il reste lié à son astre attracteur. Il reste lié au centre de force. Il ne peut pas aller explorer loin. Donc voilà pourquoi on appelle ça un état lié au passage. Il y a un truc qu'on n'arrivera pas à démontrer aujourd'hui, c'est quelle est la nature géométrique de la trajectoire. Alors ça, on l'admet, c'est une ellipse. La trajectoire est une trajectoire elliptique dans le cas qu'on vient de voir, pour lequel l'un des foyers de l'ellipse, qui est un point géométrique particulier, qui n'est pas au centre, qui est à côté, on verra pourquoi, l'un des foyers est occupé par le centre de force. Donc voilà la nature de la trajectoire. On va retrouver les R min et R max, qui sont les points pour lesquels la trajectoire passe soit au plus près, soit au plus loin du centre de force. Pour toute ellipse, on va pouvoir définir ce qu'on appelle le demi-grand axe, qui est la demi-distance du plus grand axe de l'ellipse. Voilà. Et quelque chose qui ne va pas nous servir, mais qu'il est bon de savoir définir quand même, ce qu'on appelle l'excentricité de l'ellipse. Alors, vous voyez, si on coupe l'ellipse en deux, on peut définir le demi-grand axe, et la distance au foyer, qui est un point particulier, c'est une autre distance, on l'appelle C. Et ce qu'on va appeler l'excentricité de l'ellipse, c'est un paramètre sans dimension qui vaut C sur A. Alors, pourquoi c'est bien de remarquer ça? Simplement parce que, qu'est-ce qui se passe si C tend vers
0. Si c tend vers 0, le foyer de l'ellipse se retrouve ici. On a une excentricité nulle. Et en fait, ça correspond à un cercle, tout simplement. Je dis ça parce qu'il faut quand même prendre conscience qu'un cercle, c'est juste un cas particulier d'ellipse d'excentricité nulle. Et plus l'excentricité est importante, plus le demi-grand axe ici sera important. Ce sera grand, en fait, par rapport à... enfin, plus C sera important par rapport à A. Alors, on peut remarquer aussi que si l'énergie potentielle effective est égale à l'énergie mécanique au minimum, c'est-à-dire vous prenez la courbe rouge ici et vous l'amenez par la pensée tout en bas, est-ce que c'est une situation possible? Oui, c'est une situation possible, hein, tout à fait. Ça veut dire que, vous voyez, ce qui est en vert ici sera nul à tout instant puisqu'on n'aura que ça. Alors ça voudra dire qu'il n'y aura qu'une seule valeur de R possible, avec une énergie cinétique radiale toujours nulle. Ben ça, c'est un cercle, c'est une trajectoire circulaire. Donc voilà, hein, c'est l'énergie mécanique. Si elle diminue, elle diminue, elle diminue jusqu'à atteindre le minimum de l'énergie potentielle effective, eh bien on se retrouve dans le cas d'une trajectoire purement circulaire, qui est en fait la trajectoire d'énergie mécanique la plus faible qu'on peut observer dans une situation de moment cinétique donnée. Voilà. Alors, je ne vous montre pas ça tout de suite, mais sur le polycopier, vous pourrez aller voir, hein, il y a plusieurs exemples de trajectoires que j'ai mises en annexe, que j'ai simulées avec Python. Ça permet comme ça de rendre les choses un petit peu plus concrètes, puis de voir vraiment des différents cas de trajectoires. Donc, il y a quelques ellipses et puis les autres après. Alors, si maintenant l'énergie mécanique est nulle, on arrive à ce cas-là. L'énergie mécanique est la droite représentative est sur l'axe des abscisses. On est dans la situation suivante, et là on n'est plus dans un état lié, parce que si vous regardez bien, eh bien comme la courbe bleue qui représentait l'énergie potentielle effective tend vers 0 par valeur inférieure, ben, en fait, voilà, l'énergie cinétique radiale, elle est toujours définie, mais par contre elle tend vers 0 quand R tend vers plus l'infini. Donc on est dans un cas particulier de mouvement, pour lequel, eh bien, ce terme-là, l'énergie cinétique radiale, tend vers 0. Autrement dit, le point peut aller jusqu'à plus l'infini, mais la vitesse tend vers 0. Voilà. Enfin, la vitesse, l'énergie cinétique radiale tend vers 0. Donc c'est vraiment un cas particulier. Et on admet que dans ce cas, la trajectoire est une trajectoire parabolique. Donc, représentation, ça donnerait ça. Voilà, avec le point M qui vient de l'infini, qui va passer en R-min. Alors R-min, c'est ceci, hein, c'est défini comme le rayon minimal accessible énergétiquement. Donc là, l'énergie cinétique radiale est nulle, ce qui correspond bien à un minimum de la distance au centre O. Voilà. Et puis après, il s'éloigne. Donc voilà, type de trajectoire parabolique. Et maintenant, si EM est positif, donc on est dans la même situation qu'au-dessus, mais avec vraiment un domaine R tend vers plus l'infini, accessible, avec une énergie cinétique radiale qui est non nulle. Donc là, en fait, on vient de l'infini avec une énergie cinétique radiale non nulle. Voilà. On peut aller jusqu'à R-min, c'est-à-dire se rapprocher de l'astre attracteur ou du centre de force jusqu'à un certain rayon. Et par contre, ne pas se rapprocher plus, parce que là c'est interdit aussi. Hein, donc voilà, il existe un rayon minimal qu'on ne peut pas dépasser, qu'on peut pas, on ne peut pas aller plus près de l'astre énergétiquement. Et voilà, en tout cas, ça donne ce type de courbe. Alors ça, on admet que ça fait en fait une branche d'hyperbole. Hein, c'est un état de diffusion, encore une fois. Mais c'est une branche d'hyperbole avec le point M qui vient de l'infini, qui passe au plus près du centre de force ici. Donc là, on a R minimum, avec le rayon qui admet un extrémum. Hein. Là, il est plus grand, puis là, il est plus grand. Et puis, voilà, quelque chose qui tend vers plus l'infini. Donc ça, c'est une branche d'hyperbole. Alors pour le voir, il faudrait que j'ai fait les axes des hyperboles. On pourrait faire une étude géométrique hein, de ces trajectoires-là, mais je vous ai donné d'autres exemples, et de toute façon, ce n'est pas au programme. Il faut juste connaître la nature des trajectoires. Donc voilà. Alors, il nous reste un cas à voir, qui est beaucoup plus simple,
Là, on vient de voir les forces attractives, hein, qui peuvent donner 3 types de trajectoires. Qu'est-ce que ça fait les forces répulsives? Eh bien, en fait, là, je vous laisse faire le calcul. Reprenez l'énergie potentielle effective. Là, la fonction est beaucoup plus simple. En fait, elle va être strictement décroissante, l'énergie potentielle effective. Et donc, on ne peut avoir qu'une énergie mécanique positive et que des états de diffusion. C'est impossible d'obtenir un état lié avec une force répulsive. On sent ça intuitivement, hein. Si deux corps se repoussent, on ne voit pas pourquoi l'un graviterait autour de l'autre éternellement. Bon, mais ça, c'est vérifié mathématiquement. En tout cas, l'énergie potentielle effective, en fonction de R, elle est strictement décroissante et elle n'admet aucun minimum local. Et là, on admet que ça fait une branche d'hyperbole, donc une trajectoire comme ça, avec le centre de force ici, hein, le point M qui vient de l'infini, qui va être dévié comme ça, et qui va repartir ici. Donc, avec une force répulsive, ça va donner ce genre de trajectoire. Voilà, donc si on veut résumer, on a, avec des forces centrales newtoniennes, plusieurs caractéristiques possibles, hein, et donc voilà tout ce qu'on a vu. Donc à vous de bien reprendre, hein, tout ça pour que ça vous semble parfaitement naturel. Vous avez vu qu'il y a quand même beaucoup d'outils avec l'énergie potentielle effective. Mais ce qu'il faut retenir de cette étude-là, hein, qui est une étude assez exhaustive, c'est dans un champ attractif, vous avez l'énergie mécanique négative, c'est une ellipse, énergie mécanique nulle, parabole, énergie mécanique positive, ça fait une branche d'hyperbole, et en champ répulsif, en revanche, il n'y a que ce cas-là possible, et ça fait une branche d'hyperbole, de nature géométrique un peu différente, mais c'est encore une branche d'hyperbole. Donc voilà tout ce qu'on a pu voir à l'issue de cette étude. Alors dans la prochaine vidéo, on verra un cas particulier, hein, qui est la gravitation. Donc on va réapprofondir tout ça. Je vous indique quand même que donc en annexe, mis à part les trajectoires, j'ai mis une démonstration rigoureusement hors programme, hein, donc celle-là ne l'apprenez pas. Mais s'il y en a qui ont envie de savoir d'où vient le fait que c'est une ellipse, une parabole ou une branche d'hyperbole, en fait, on peut le montrer à partir de la loi de la quantité de mouvement, mais comme le calcul est très technique, il n'est pas au programme. Voilà, mais s'il y en a que ça intéresse de voir d'où ça sort, j'ai mis la démonstration en annexe. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.